583 last way start, way 26 left. The frequency is 12547, the rest is unchanged. 882, you were not cleared for takeoff. What are you doing? Now the question, working on it. 583 last way start, way 26 left. Radio's down. No radio. C'est bienvenue sur cette deuxième émission, pardon, ça commence bien, Ground Frequency, par le collectif Cap sur l'avenir. Et aujourd'hui, ma team de choc, je suis accompagné de Clara. Bonjour Salut, à Clara. tous. Donc tu es toujours énergéticienne de formation et de profession, Toujours. avec une spécialité en aéronautique. Et Antoine. Bonsoir Joris. Salut Antoine. Et donc toi tu es ingénieur aéronautique. Tout à fait. C'est bien ça. Même chose que la dernière fois, ça n'a pas bougé. Tout pareil qu'il y a un mois. Super. Et Clara, je te laisse introduire notre invité. Ouais, merci Joris. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Thibaut Proux, qui Bonsoir. est donc responsable de la certification chez Flying Whales. Donc bonsoir Thibaut, merci d'être parmi nous. Merci à vous de m'avoir invité, ça fait très plaisir d'être ici avec vous ce soir. Le plaisir est partagé. Donc aujourd'hui, on va parler de ton parcours d'étudiant, mais aussi de ton parcours et de ton travail au sein de Flying Whales, qui est une start-up française fondée en 2012, qui est installée en région parisienne, à Suresnes, mais qui déploie aussi un site de production en Gironde et qui a aussi une implantation au Canada. C'est bien C'est ça, oui. Pour l'instant, c'est comme ça. Bon. Ça va changer. On va y venir. Donc Flying Whales travaille au développement d'un dirigeable aux dimensions hors normes, capable de lever des charges, elles aussi énormes. On parle effectivement de 60 tonnes de charges utiles. Donc ce dirigeable, que l'on a d'ailleurs vu dans notre générique, c'est le LCA 60T pour Large Capacity Airship 60 Tons. C'est bien Oui, ça? tout à fait, oui. On cherche un petit nom un peu plus sympa. Ouais, un peu plus catchy. Voilà, là on est sur un bon nom d'ingénieur, donc voilà. Oui, mais c'est ça. Un exactement. bon nom de prototype. Exactement. Qui a en tout cas pour objectif, et là je cite, de rendre l'inaccessible accessible. On en discutera en tout cas par la suite. Et alors, pour rappel, les dirigeables, ils ont été pensés à la fin du XVIIIe siècle et ils ont connu leur âge d'or dans l'entre-deux-guerres, avec notamment les zeppelins, qui sont probablement les plus connus. Mais leur dangerosité et les accidents qu'ils ont connus ont causé à l'époque leur déclin. Aujourd'hui, Flying Whales, en revanche, propose leur retour en tant que nouvelle solution de transport à faible impact environnemental, c'est ça qui est très intéressant. Donc le consortium industriel réuni autour de Flying Whales compte aujourd'hui une 50aine de partenaires, bien ça. C'est ça, oui. Donc qui travaillent à l'intégration d'un grand nombre de nouvelles technologies à bord de ce LCA 60T, dont certaines applications d'intelligence artificielle pour Aussi, le ouais. pilotage, Mhm. mais aussi des nouveaux matériaux, des composites, c'est ça, Mhm. et de nouveaux systèmes de propulsion pour garantir donc la plus faible empreinte environnementale possible pour le produit. C'est ça, oui, tout à fait. Eh bien, on aura donc la chance d'en apprendre un petit peu plus à ce sujet d'ici quelques minutes, donc lors de notre interview, Oui, de notre tout à invité fait. Thibaut Proux. Mais d'abord, alors on va poser plein de questions, j'ai hâte, parce que honnêtement, personnellement, je ne connais pas grand-chose en dirigeable. Mais d'abord, c'est l'heure de ta petite revue de presse, Antoine. C'est ton tour. Tout à fait Joris. Et bien comme là pour la première émission, j'ai sélectionné quelques articles que je vais vous présenter. C'est parti pour la revue de presse de Ground Frequency. Avec pour commencer un sujet sur le transport aérien paru dans Le Monde, qui s'intitule Transport aérien, l'Europe impose une dose de carburant durable. Cet article revient donc sur une nouvelle directive de l'Union européenne qui s'appelle Refuel EU, qui a pour objectif d'encadrer le déploiement des SAF dans les années à venir. Donc les SAF, c'est un bien joli nom, mais qu'est-ce que c'est, Antoine? Et bien j'y arrive, comme le rappelle l'article, les Sustainable Aviation Fuel, ou carburants d'aviation durable en bon français, regroupent tous les carburants non fossiles qui peuvent être obtenus soit à partir de la biomasse, ou alors les carburants de synthèse. Donc cette nouvelle réglementation permet à la fois de fixer un objectif ambitieux pour l'Union européenne pour développer la filière des SAF, mais surtout d'éviter des dérives qui ne sont pas souhaitables, avec par exemple l'interdiction de l'utilisation d'huile de palme, éviter la concurrence avec l'alimentaire. Donc voilà, c'est l'ambition de cette nouvelle réglementation européenne. L'objectif est donc d'avoir 2% de SAF dès 2025 dans tous les réservoirs d'avions en Europe, 6% en 2030, et la quantité sera augmentée graduellement jusqu'à 70% en 2050. Alors je dis que c'est un objectif, mais c'est même un peu plus que ça. C'est une réglementation, donc il y a un côté obligatoire, et les quantités produites actuelles sont vraiment confidentielles, donc ça, c'est vraiment un signal fort de l'Union européenne pour développer
ce secteur qui est pour l'instant vraiment de très, très faible quantité. Et l'aérien compte vraiment beaucoup sur ces carburants pour décarboner une bonne partie de ses émissions. Enfin, on peut noter le surcoût engendré par ces carburants, avec l'exemple d'Air France qui a estimé à 100 millions d'euros le surcoût engendré par l'ajout uniquement d'1% de SAF dans les réservoirs. Donc voilà, c'est déjà une première étape, mais ça va avoir de nombreuses conséquences aussi sur le coût des billets. Il y a beaucoup d'autres paramètres à prendre en compte. Dernier point important, l'établissement de ce standard par l'Union européenne pour les SAF va permettre d'essayer de limiter la formation des traînées de condensation qui ont aussi un impact assez important sur dans le pouvoir réchauffant de l'aérien. Donc ce standard sur les SAF a vraiment de nombreux avantages. Donc après cet article très complet sur les SAF, passons au deuxième article avec une nouvelle première, ce qui est le premier vol d'un avion alimenté à l'hydrogène, non pas gazeux, mais liquide, pour la start-up H2Fly. Donc comme le relate cet article d'Aerobuzz, après avoir réussi à faire voler un avion avec un système propulsif fonctionnant à l'hydrogène gazeux, cette start-up a réussi le pari d'utiliser l'hydrogène liquide et des piles à combustible. Par contre, je pense que hydrogène liquide gazeux, tu as dû perdre 50% de nos auditeurs. La différence? T'as raison, je vais détailler un peu. Donc effectivement, pourquoi est-ce que c'est une première et qu'est-ce que c'est que tout ça? Eh bien tout d'abord, l'hydrogène liquide, c'est une grande première parce qu'il faut le maintenir en vol à moins 253 degrés. Je parle bien vraiment de moins 253 degrés Celsius. C'est des températures cryogéniques, vraiment très très froides. Donc c'est un véritable défi technique. Et donc que ce soit liquide ou gazeux, ce carburant a vocation à remplacer les carburants fossiles. Donc il peut être soit utilisé directement en combustion dans des moteurs classiques à combustion, ou alors via des piles à combustible qui vont, elles, faire une réaction et produire de l'électricité à partir de cet hydrogène. Donc voilà pour ces carburants. Et vraiment, l'avantage principal est donc que la réaction entre l'hydrogène et l'air ne rejette que de l'eau. Donc bien sûr, il faut avoir réussi à obtenir cet hydrogène par des sources non fossiles. Si on utilise de l'électricité produite avec du charbon pour faire de l'hydrogène, ce n'est pas une bonne évolution. Donc il y a beaucoup d'autres questions autour, mais c'est déjà vraiment une grande première, ce premier vol d'H2Fly. Et pourquoi est-ce qu'on fait plutôt du liquide que du gazeux? Je vais y arriver. C'est qu'il y a beaucoup plus d'énergie par densité de masse dans de l'hydrogène liquide. Par exemple, H2Fly a réussi à voler 3 heures avec cette technologie, alors que les startups qui utilisent de l'hydrogène gazeux, pour l'instant, sont plutôt des vols de 10-30 minutes. Donc il y a vraiment de gros avantages sur l'hydrogène liquide malgré le défi technique. D'ailleurs, sur l'hydrogène, pour finir sur ce sujet, 2 infos plus courtes, avec tout d'abord un article Air et Cosmos qui annonce qu'Airbus est désormais actionnaire de ZeroAvia, qui est donc une start-up anglaise qui teste en vol un système propulsif à l'hydrogène gazeux, et Rolls-Royce, qui a annoncé avoir réussi des tests de son moteur avec 100% d'hydrogène. Donc c'est une grande première, uniquement de faire un moteur avec que de l'hydrogène, ça marche, donc ça laisse de bon augure pour la suite. Donc voilà, les SAF, l'hydrogène, vous avez vu que l'actualité est riche et il est important d'innover, mais encore faut-il le faire en maintenant des hauts niveaux de sécurité et sans rogner sur les autres progrès réalisés depuis de nombreuses années. Donc c'est le sujet d'un article paru dans Les Échos qui s'intitule « Taxi volant, le projet de Paris 2024 fait tiquer l'autorité environnementale ». Question légitime, quel est ce projet et quel est le problème? Eh bien, dans le cadre des JO de Paris, un programme de liaison aérienne entre l'aéroport de CDG et le centre de Paris est développé en grande partie par Aéroport de Paris. Ces liaisons permettraient de relier CDG avec le centre de la ville de Paris pour les Jeux Olympiques, de faire une grande vitrine de l'innovation française, de vraiment montrer qu'en France on peut innover, que ça pourrait donner des idées. Mais il y a quand même des contraintes à respecter. Il y a eu des études qui ont été donc menées par cet organisme, l'autorité environnementale, qui a rendu un bilan un peu mitigé en disant qu'il n'y avait pas encore assez d'études sur le bruit que ça va provoquer, les différentes émissions par rapport à d'autres moyens de transport. Donc voilà, Aéroport de Paris a promis, comme vous pouvez le voir dans cet article, de répondre à ces questions et de montrer que c'est effectivement possible, c'est un premier prototype, c'est un premier projet, mais justement de mettre à l'épreuve cette technologie va permettre ensuite de faire réduire le bruit, de réduire la consommation, d'optimiser plein de choses. Mais il faut oser innover, il faut oser lancer cette première ligne pour ensuite gagner en maturité sur ces technologies. Effectivement, actuellement, il n'y a qu'une seule personne transportée, donc c'est sûr que sur un appareil qui va consommer quand même pas mal d'électricité, le bilan n'est pas très bon, mais si on regarde à l'échelle plus globale, c'est vraiment une première étape vers l'utilisation de plus d'électrique dans l'aviation. Donc pour l'instant, on n'est pas sur de la sobriété énergétique, mais c'est premier step avant vraiment du progrès technologique. C'est tout à fait ça. C'est vraiment, mais il y a plein de technologies, on ne peut pas arriver à quelque chose de compétitif par rapport à des technologies qui existent depuis des années. Il faut accepter
consommer peut-être un petit peu plus, le temps de mettre plein d'autres systèmes pour progresser et avoir une innovation qui à la fin est compétitive par rapport aux autres moyens de transport. Super, merci pour ces articles très complets. Peut-être terminer sur quelques brèves un peu plus légères. Eh bien, tout à fait. Lançons quelques brèves, avec tout d'abord l'annonce par Air France KLM d'une importante commande de long courrier, avec l'annonce cette semaine de la commande de 50 à 350. Cette commande historique renforce l'ambition de ce groupe et de notre compagnie tricolore Air France, qui permet aussi à Airbus de marquer de bons points dans le match qu'il se livre avec Boeing sur ce segment, qui est très concurrentiel. Ensuite, deuxième article, passons au militaire, avec une news un petit peu insolite qui ne manque pas de piquant. La marine américaine a perdu pendant de longues heures un F-35 au-dessus des États-Unis après que le pilote se soit éjecté. Amis ingénieurs, pensez à intégrer cela pour vos prochains scénarios de panne. Et oui, un avion dont la furtivité est plutôt correcte risquerait de ne pas être facilement repérable en cas de souci. Voilà. Après vous avoir fait sourire, il est l'heure de vous rendre fiers avec cette news voltige. La France a excellé au plus haut niveau lors des championnats d'Europe de voltige aérienne. Petit jeu, combien avait-il de Français dans les 11 premiers pilotes ? Est-ce que vous avez la réponse ? 7. Pas loin, la réponse c'est 8. Dans les 11 premiers, il y avait 8, dont un podium entièrement tricolore avec Florent Audon, Louis Vanel et Mickaël Brageot. Donc voilà, un beau collectif, bravo à eux. Dernière news pour finir, un article à moitié sur l'aéronautique. Bon, pour les plus rapides, ça veut dire que je vais parler de nautisme avec cette association d'Airbus et d'un marin du circuit IMOCA, ces bateaux de 60 pieds qui sont entre autres taillés pour le Vendée Globe. Leur objectif, c'est de valoriser le carbone aéronautique périmé d'Airbus pour la construction d'un voilier de course. Donc c'est vraiment une belle initiative entre secteurs de dire, nous, ce carbone, on ne peut pas l'utiliser sur nos avions parce que la date ne permet pas de garantir les niveaux que l'on souhaite. Par contre, pour le naval, c'est possible de l'utiliser. On va en faire quelque chose et valoriser ce qui deviendrait des déchets s'ils n'étaient pas utilisés. Alors, super, voilà. Merci Antoine. J'ai même appris que le carbone périmait. Ça, je l'ignorais. Moi aussi. Le pré-preg. Effectivement. Donc, à toi, Clara, peut-être. On va enchaîner direct. Je te laisse notre invité entre tes mains. On va passer à l'interview. Alors, je rappelle juste avant qu'on commence qu'on peut prendre aussi des questions en direct sur le chat. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. Tout à fait, n'hésitez pas. Je garde un œil sur le chat. Voilà. Donc, Thibaut, avant de parler un petit peu plus de Flying Wells, je voudrais en savoir un petit peu plus sur ton parcours étudiant, sur ce qui t'a mené vers les dirigeables, vers l'entreprise dans laquelle tu travailles aujourd'hui. Quel a été ton cheminement un petit peu ? Déjà, moi, j'ai un grand-père qui a été ingénieur aéronautique chez Breguet, puis chez Dassault, qui m'a emmené au Bourget quand j'étais petit. Je pense que c'est là que la passion pour l'aéro est née. Et puis, j'ai fait un bac scientifique. À l'issue de ce bac, je suis entré dans une école d'ingénieurs en aéronautique qui s'appelle l'ESTACA, qui était basée à Levallois-Perret. Et en fait, au cours de ma formation, moi, j'aimais les choses un peu atypiques. J'ai toujours aimé les choses un peu atypiques de toute façon. Et c'est vrai que les avions, les hélicoptères, je trouvais que des cours étaient passionnants, mais on n'innovait pas énormément. Et on était à un stade de développement de l'aviation qui était quand même déjà très élevé. Ça, je parle au passé, mais c'était il y a une dizaine d'années, 15 ans. Et je ne voyais pas vraiment là où on pouvait aller. Et puis, je ne sais pas trop comment je suis arrivé dans le dirigeable, mais j'ai commencé à vouloir développer un petit projet dirigeable avec des copains de l'école. On a monté ce projet, c'était un dirigeable pour faire de la prévention de feux de forêt, donc dronisé. Et très vite, j'ai découvert ce monde qui m'a vraiment passionné. J'ai découvert l'histoire du dirigeable qui est juste incroyable. Il suffit d'ouvrir un bouquin sur les dirigeables. C'est hallucinant tout ce qu'on a fait il y a plus de 100 ans. Et on a tout testé. Et la quantité de records qui ont été battus par les dirigeables avant l'avion. La première traversée de la Manche, première traversée de l'Atlantique, c'était en dirigeable. Première fois qu'on est allé au pôle Nord, c'était en dirigeable. Première fois qu'on a fait le tour du monde, c'était en dirigeable. Enfin bref, il y a énormément de choses comme ça qui ont été faites avec le dirigeable. Il y a eu des dirigeables porte-avions, des dirigeables avec des avions qui se posaient, qui décollaient depuis les dirigeables. C'est démentiel quand on est... Qui se posaient aussi. Qui se posaient, qui décollaient depuis les dirigeables. Ouais. Décoller, j'avais entendu, mais pour moi, on ne pouvait pas se reposer. Donc c'est complètement fou, quoi. Et la capacité d'innovation est incroyable dans les dirigeables. Et donc j'ai monté ce petit projet-là avec des copains. Bon, on a bossé dessus pendant 2-3 ans. C'était assez dingue, c'était une expérience entrepreneuriale. Hein. Et pour la petite histoire, on avait envie de monter une boîte à la sortie d'école. Et puis, on a chacun eu un peu notre histoire. J'ai fait mon stage de fin d'études dans un grand groupe aéronautique français qui fait des avions vers Toulouse. Et c'était passionnant. C'était au moment du vol du 350, du premier vol de la 350. Et puis, je me suis dit, non, j'aime bien les choses assez atypiques.
Dimensionner des petits boulons sur un avion qui volera dans 15 ans, ça ne m'intéressait pas tant que ça. Et j'ai eu la chance de tomber sur Flying Wells qui se créait à ce moment-là. Voilà, c'était en 2013, qui a presque 10 ans maintenant, fin 2013. Et c'était une boîte, ils étaient 2. Voilà. Donc j'ai postulé. Le numéro 3 de la boîte. Je suis le numéro 3 ou 4, ouais, Ouais, par là. vraiment à la genèse, au tout début de l'entreprise. Ouais. t'es arrivé, Ouais. D'accord. Ça posait les fondations avec les autres. Quoi. Ouais, et c'est voilà. Donc comme ça que je suis rentré dans le monde du dirigeable et dans l'aventure Flying Wells, qui a eu des hauts, des bas, ça n'a pas été toujours facile, hein. Mais voilà, 10 ans d'existence de cette entreprise, donc je suis assez fier, ouais, très clairement, du parcours. Il y a beaucoup de choses à faire, hein. Très clairement, on en est encore au début. Voilà, il y a des gens qui nous rejoignent régulièrement encore aujourd'hui et puis qui nous disent je suis fier d'arriver dans ce projet qui en est à son début. Bon, ça fait déjà 10 ans, hein, mais c'est vrai que voilà, il y a pas de, on vole pas encore, il y a encore beaucoup de choses à faire, hein. Mais ouais, c'est passionnant. On crée une industrie, hein, très clairement. C'est pas que créer un dirigeable, c'est recréer une industrie intégralement. Donc les challenges sont vraiment très très nombreux. Et voilà. Et pourquoi le dirigeable ? Bah, encore une fois, l'histoire est passionnante. Et après, je sais pas si quelqu'un a déjà eu la chance de voir, ou mieux, de voler dans un dirigeable. Mais Malheureusement pas. c'est juste incroyable. Hein, c'est juste féerique. Voilà, on flotte dans l'air, quoi. C'est vraiment ça. C'est une sensation de vol. Moi, j'ai testé pas mal de trucs. On a un peu la même sensation que dans une montgolfière, mais là, on peut se contrôler, on peut se diriger. Donc voilà, il y a quelques dirigeables qui volent encore dans le monde. Il y en a de temps en temps qui passent en France. 24 heures du Mans, par exemple. Pour quelles utilisations ils volent C'est touristique, hein, c'est de la Ok. communication. Il y a le Goodyear Blimp. C'est un dirigeable fait par les Zeppelin. C'est un Zeppelin, hein, ça existe encore. Donc il part d'Allemagne tous les ans, qui fait un petit tour d'Europe. Donc il y en a 3 en Allemagne. Si vous avez un peu d'argent et un peu de temps, je vous invite à aller à Friedrichshafen sur le lac de Constance. C'est la ville Zeppelin, donc il y a des dirigeables partout. Et ils ont 3 machines qui volent, c'est juste incroyable, quoi. Par contre, c'est très cher. Voilà. Je crois que c'est l'inflation, je crois qu'ils sont à 350 € la demi-heure. Donc c'est un baptême, quoi, hein. C'est une fois dans la vie, mais c'est un truc à faire. Voilà. C'est juste incroyable. On va attendre que le vol vole et puis qu'on va aller. Alors nous, on fera pas de vol passager, malheureusement. Mais vous pourrez voir voler, ça Oui, c'est mais sûr que avec ça. les caméras à l'émission, on pourra peut-être négocier un petit Ouais. truc. Coup de com'. On verra à ce moment-là, ouais, bien sûr. C'est vrai que j'ai eu la chance de les voir au lac de Constance et c'est assez impressionnant. C'est un petit point et d'un seul coup, c'est vraiment énorme et on s'attend pas à vue du sol. Et c'est vrai que voler dedans, ça doit être assez Ouais. c'est magique. Alors en dirigeable, ça va très vite en dimension, hein. Ouais. Un petit dirigeable, là, celui dont je vous parle, le Zeppelin NT, qui fait 12 passagers, hein, donc c'est pas énorme, 12 passagers. Il fait 80 mètres de long, quoi. Ouais. Hein, donc c'est énorme, quoi. Et sur l'intérieur cabine, du coup, on se rapproche d'un avion. C'est vraiment similaire. Ouais, oui, c'est ça. Il y a un couloir, je crois qu'il y a une rangée de 6 sièges par chaque côté. On décolle, on atterrit, on est attaché quand même, ce qui monte, voilà. Mais en vol, on se détache, on se balade, on ouvre la fenêtre. C'est génial. Ça tangue gentiment comme Ça sur doit un être, bateau. ouais. Voilà, c'est juste incroyable. Un autre Proche d'un sentiment de bateau. liberté, quoi. Ouais, clairement. Ouais. Et si vous avez un peu, on va dire des moyens plus limités, mais il y a un autre truc à faire, et là c'est plus proche, c'est en France. J'en parle toujours parce que c'est incroyable comme expérience de vol. Ça s'appelle l'aéroplume, développé par un mec incroyable c'est un artiste et il a développé ce truc-là. En fait, le concept, c'est quoi ? C'est que vous avez une bulle de gaz, d'hélium, et puis vous êtes allongé en dessous. Donc vous êtes accroché dans un harnais, allongé sous une bulle de gaz qui n'est pas très grande, hein, mais qui est suffisamment de poids pour vous porter. Puis on vous met des espèces de palmes au bout des mains, et c'est en indoor, et vous nagez dans l'air, quoi. Il n'y a pas un bruit, c'est juste incroyable. Voilà, c'est juste un truc à faire. Vous comprenez pleinement comment fonctionne un dirigeable, l'inertie que ça a, monter, descendre, dès qu'il y a un peu de soleil, on monte. Enfin, c'est un truc à faire. Donc Aéroplume, ils volent régulièrement à Écosville, c'est derrière les plages du débarquement, là, dans le Cotentin, donc c'est pas si loin, dans un hangar à dirigeable, l'un des 2 seuls hangars à dirigeable qui restent en France. Et là, c'est pas 350 € la demi-heure, très clairement, on est bien en dessous. Voilà, donc si vous passez sur les plages du débarquement, vous êtes dans le Cotentin, allez voir l'aéroplume et faites un vol en aéroplume, je vous le conseille, c'est à faire, quoi. C'est bon à savoir, ça met des idées dans la tête. Voilà. Vraiment. On peut se faire ça. Et du coup, au sein de Flying Wells, j'en reviens à Flying Wells. Quel poste tu occupes exactement et qu'est-ce que tu fais au quotidien ? Quel est ton rôle dans l'entreprise ? Alors, moi, quand je suis arrivé chez Flying Wells, j'avais une spécialisation en maintenance et exploitation aérienne. Donc, je connaissais un peu la réglementation. Et c'est vrai que quand on se lance dans ce genre de projet, on parle d'un aéronef complètement nouveau, la question de la certification se pose très vite. On se dit, mais comment on va certifier un truc comme ça ? On regarde les réglementations, il n'y a rien d'applicable, il n'y a rien qui correspond un tant soit peu à ce qu'on va faire.
Donc on se fait vite très peur, on se dit ça va être un enfer, on n'arrivera jamais à le faire certifier. Les autorités de l'aviation civile qui nous certifient vont nous mettre des règles très contraignantes. Et donc ça a été ma mission. Voilà. Depuis que je suis chez Flying Wells, on m'a dit voilà, il faut qu'on fasse en sorte de faire certifier cette machine, au moins par l'autorité européenne. Hein. Donc je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne, mais voilà, un Airbus, un Boeing, ils sont certifiés grosso modo par l'autorité américaine et l'autorité européenne, et avec ça ils peuvent voler à peu près partout dans le monde. Donc là on s'est dit on va d'abord le faire par l'autorité européenne, qui s'appelle l'EASA, qui est basée en Allemagne. Et voilà, c'est ça mon boulot, c'est de m'assurer que on ait le droit de faire certifier cette machine par cette autorité. Donc c'est passé par un énorme travail d'acculturation au dirigeable de cette autorité. On n'avait pas de base de certification, on n'avait pas ce que demain, enfin je veux dire, Airbus, quand ils veulent faire un nouvel avion, ils ont des bases de certification. Ils repartent sur ce qu'ils savent. Voilà, ils l'ont construit sur des dizaines d'années d'expérience. Nous, on n'avait rien. Donc il a fallu qu'on construise notre base de certification, donc on l'a fait, pas tout seul, on l'a fait avec nos concurrents britanniques et Zeppelin, et avec l'autorité européenne. Et maintenant, on en est dans une phase où voilà, il faut qu'on fasse certifier cette machine-là. Donc mon travail au quotidien, c'est de travailler avec les équipes techniques de Flying Wells, les fournisseurs, on a parlé tout à l'heure d'un consortium de 50 entreprises qui sont du monde entier, et les autorités de l'aviation civile, donc principalement l'autorité européenne, faire en sorte que tout ce beau monde-là s'accorde bien et que on développe des choses de manière safe. Le but du jeu de la certification, c'est de s'assurer qu'on va tuer personne, qu'on va pas cracher. Donc voilà, c'est ça mon boulot au quotidien. Et finalement, est-ce que c'est plus simple ou pas quand on fait pas de vols commerciaux? Est-ce que les étapes de certification sont plus faciles ou... On fait des vols commerciaux, mais on fait pas de passagers. Enfin, je veux dire, voilà, sans passagers. Et effectivement, le fait de pas avoir de passagers, effectivement, ça permet de décroître un petit peu le niveau de contrainte qu'on va se donner. Mais il y a des choses qui contrebalancent. On parle d'une machine qui fait donc 200 mètres de long, 50 mètres de diamètre. 200 mètres de long, c'est la longueur d'un TGV. Donc quand vous êtes sur, vous voyez, je sais pas si quand vous êtes sur un quai, que vous courez pour prendre c'est long. C'est très très long. Voilà, 200 mètres, c'est grand. 50 mètres de diamètre, 50 mètres de haut, c'est le premier étage de la Tour Eiffel. Donc c'est une machine qui est énorme et qui du coup a un impact sociétal très fort. L'histoire du dirigeable, tu l'as dit tout à l'heure, le crash du Hindenburg, machin, etc. C'est vrai que la société, elle n'est pas tout à fait prête à revoir des dirigeables volés. Et les autorités de l'aviation civile, elles répondent à ce que la société attend. Donc le niveau de contrainte, il est quand même pas anodin. Nous, le niveau de contrainte qu'on s'est donné, c'est pas celui que vous avez sur les petits avions, mais c'est pas non plus celui que vous avez sur les gros avions. On est un peu entre deux. D'accord. Voilà. Donc c'est sûr que oui, il y a quand même un certain nombre de contraintes qu'on se donne. On veut pas cracher la machine, très clairement. On va quand même déplacer 300 tonnes d'inertie. On va porter 60 tonnes de charge. 60 tonnes, c'est un char Leclerc, donc c'est quand même très très lourd, quoi. Donc on peut pas perdre la charge, on peut pas tomber. Enfin, voilà. Donc il y a quand même une notion de sécurité qui est vitale. On est dans l'aéronautique, donc le niveau de sécurité il doit être optimum. Mais il ne faut pas non plus se mettre à un niveau trop élevé, sinon on se tue. Enfin, on se tue le business, on va dire. Donc il faut trouver le juste milieu. Voilà. Parce qu'on a déjà quelques questions du chat. Oui. Ils demandent parce que est-ce que vous faites qu'un seul modèle, vous avez prévu que le LCA 060T? C'est une très bonne question. En termes de certification, c'est peut-être plus simple d'avoir une base et puis. Alors, on va dire dans les questions qui. C'est très bien. Alors, on l'a pas dit, mais en fait, nous, alors pour l'instant, oui, on n'a qu'une seule machine, le LCA 60T, donc 60 tonnes. C'est vrai que quand on a commencé le projet, c'était pour répondre à un besoin très précis, qui était le besoin de l'Office national des forêts. L'Office national des forêts, c'est eux qui gèrent toutes les forêts françaises publiques, et ils n'arrivent pas à exploiter les forêts françaises. C'est pas qu'ils n'arrivent pas à couper les arbres, etc. Ils n'arrivent pas à les entretenir parce qu'ils n'arrivent pas à accéder au bois et à sortir le bois. Et aujourd'hui, pour accéder au bois, à le sortir, soit il faut créer des routes, ce qui a un impact sur l'environnement, ça coûte cher, il faut faire venir des grumiers, il faut faire venir des hélicos, pareil, c'est pas anodin de sortir des grumes par hélico. Donc aujourd'hui, ils ont du mal à exploiter et ils nous ont demandé est-ce qu'on pouvait trouver une solution qui va faire ça de manière plus pérenne et plus simple et à un prix abordable. Donc nous, on a commencé avec ça, avec l'Office national des forêts, et c'est vraiment notre premier marché. Quand on a dimensionné cette machine pour l'ONF, on s'est dit, mais finalement, on peut faire plein d'autres choses avec. Et aujourd'hui, on a plein de marchés de niche, mais plein de marchés. Transport d'éoliennes, transport de pylônes électriques, tout ce qui est lourd, tout ce qui est volumineux, tout ce qui ne passe pas par la route, on veut pouvoir le transporter sans avoir à créer d'infrastructures qui va impacter l'environnement. Donc ça demande à pouvoir avoir une multitude d'outillages pour gérer toutes ces charges-là. Donc c'est là où on a plusieurs configurations de notre machine. On va avoir un outillage pour les grumes, un outillage pour les payloads, enfin pour les éoliennes, pardon. Et voilà. Et c'est là où on a un peu de configuration. Mais pour l'instant, non, on ne s'amuse pas à avoir une configuration ou une machine pour faire du passager ou différentes charges utiles, enfin en termes de masse transportée. Nous, c'est 60 tonnes. 60 tonnes. Voilà, 10 heures de vol, à peu près 1000 km de distance franchissable. Voilà. À terme, peut-être du passager, un module passager. Pour l'instant, on nous demande souvent.
Est-ce qu'il peut y avoir un marché, j'imagine Typiquement, on parlait de Zeppelin tout à l'heure, le Zeppelin qui fait du vol touristique. 12 passagers. Zeppelin NT, ça fait 20 ans que ça vole. Hein. Il y en a 3 aux États-Unis, 3 en Allemagne, et ça s'arrête là. Donc 6 unités en 20 ans. Donc le marché ne fonctionne pas. Enfin, qui peut payer 350 € pour une demi-heure de vol? Enfin, Après, ce sont des vieilles machines, j'imagine. Elles ont 20 ans, mais elles sont très très safe. Hein. Ça vole très très bien ce truc-là. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, l'équation économique, elle ne le permet pas. Parce que tu parlais au début dans ton introduction, tu disais qu'il y avait eu plein de premières fois qui avaient été faites quand même avec des dirigeables. Ça a quand même été éclipsé par l'avion. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de culture qui a été oubliée du dirigeable? Alors ça, oui. C'est peut-être ça aussi qui fait qu'on ne veut pas se réaventurer là-dedans. Oui, dans le monde occidental, oui. En fait, quand tu disais tout à l'heure que le dirigeable était mort avec les accidents, c'est pas entièrement vrai. C'est vrai, ça a tué clairement Zeppelin. La société Zeppelin s'est arrêtée à ce moment-là. Mais ça n'a pas tué le dirigeable. Il y a eu pas mal de dirigeables qui ont été développés, surtout aux États-Unis. Et typiquement, toute l'image qu'on a, nous, du dirigeable en Europe, on ne l'a pas dans le reste du monde. Vous demandez aux Américains, les dirigeables, c'est safe. Pourquoi? Parce qu'il y a des Goodyear qui volent, des Goodyear Blimp, des dirigeables qui volent depuis 60 ans. Et ça, pour eux, y a pas. Pourtant, le Hindenburg s'est crashé à New York. Hein, mais ils n'ont pas cette image-là. Vous demandez à des Indiens ou à des Émiratis, ils ne savent même pas ce que c'est qu'un dirigeable, parce qu'ils n'en ont jamais vu en fait. Donc l'impact sociétal, encore une fois, il est hyper présent en Europe. Et voilà, c'est ça. Et donc oui, c'est difficile quand on veut lever des fonds, recruter, convaincre des politiques. L'image de l'accidentologie est toujours là. Donc il y a quand même aussi un levier d'acceptation sociale à actionner pour aussi lever des fonds. Oui, ça clairement, ouais. Alors de moins en moins. Mais ça existe encore, c'est pas toujours facile. Vous n'êtes pas sur la même technologie que le Hindenburg non plus. Non, bien sûr. Il y a des arguments à mettre en avant, mais... On remet au goût du jour on ne réinvente pas la roue, hein. Vous regardez notre dirigeable, il ressemble furieusement au grand dirigeable d'antan. Mais maintenant, on n'a pas de structure en... Voilà, justement, est-ce que tu peux nous donner une description technique un petit peu? Tu nous as parlé des dimensions, de la charge utile. Est-ce que tu peux nous parler des matériaux, par exemple, projeté en parallèle. Alors, c'est une machine, donc 200 mètres de long, 50 mètres de diamètre. Ça s'appelle un dirigeable à structure rigide, donc il a un squelette. Mais c'est pas les structures, les Zeppelin, c'était en dur aluminium. Nous, on est vraiment sur une structure carbone. Hein, donc on parle quand même de 90 km de poutres carbone pultrudées par machine. Donc on est quand même c'est un énorme tris, c'est un énorme squelette, sur lequel on va venir tendre une toile qui fait office de peau, d'interface avec l'extérieur, et à l'intérieur de laquelle on va avoir des cellules de gaz qui contiennent l'hélium. Nous on vole à l'hélium pour l'instant, hein, c'est vraiment on parlait d'hydrogène tout à l'heure, mais voilà, nous c'est vraiment hélium. Et c'est une machine qui est pilotée, hein, c'est pas un drone. Donc on a 2 personnes, alors c'est piloté par un seul pilote, et on a un grutier qui fait dos au pilote, qui a vue sur la soute et sur la charge. La charge, en fait, elle est rentrée dans une soute. Hein. Donc on a une soute qui est fait 93 mètres de long, donc on peut mettre énormément de choses dedans, 60 tonnes de charge utile. Et c'est une machine aussi qui a une propulsion qui est dite hybride électrique distribuée. Donc là, dans les petites nageoires là, qui sont très jolies, les nageoires, elles ne sont pas là juste pour faire joli. Donc on a nos turbines, donc on a des turbines d'hélico ou d'avion, les PT6 de Pratt & Whitney. On en a 2 dans chaque nageoire. Et après, donc ça, c'est des turbines thermiques, hein, c'est ce qu'on trouve encore une fois sur avion hélico. Donc on a du kérosène, hein, on brûle du kérosène pour faire tourner ces turbines, et ensuite on transforme ça en énergie électrique qu'on va venir distribuer sur 32 moteurs électriques. Donc, je ne sais pas si vous avez vu sur la vidéo, mais on a des moteurs dans toutes les directions pour tenir une bonne stabilité, surtout quand on va venir charger et décharger. Parce que l'immense avantage de cette machine, c'est qu'on n'a pas besoin de se poser pour aller charger et décharger. On fait comme un hélico, où on se met au-dessus de la charge, on a des treuils, et puis on va venir treuiller la charge, et puis la déposer pareillement. Ça nous évite de créer encore une fois, des accès, des pistes. Pas besoin de pistes pour décoller, atterrir, hein, très clairement. Pas besoin de se poser quand on charge et on décharge. Et il faut une base, forcément, j'imagine. On a des bases, pour stocker les machines. Pour l'instant, on garde l'idée, on est très ferme là-dessus, sur le fait qu'on a un hangar par dirigeable. Alors, c'est une contrainte environnementale et économique très forte, hein, de construire un hangar par dirigeable. Mais le dirigeable, ça reste des machines assez fragiles, hein, quand même. Donc on veut pouvoir la rentrer à la niche tous les soirs pour la protéger. On sait qu'on va pouvoir tenir des conditions de vent, de météo très fortes en étant à l'extérieur, mais c'est des machines quand même qui n'aiment pas trop la proximité du sol, donc on va chercher à la stocker. Mais encore une fois, hein, le hangar, mais après toute l'aire de décollage atterrissage, c'est de l'herbe, hein, on peut y mettre des vaches, il y a un mât au milieu, mais c'est tout, quoi, hein, Et donc du coup c'est amarré, c'est vraiment posé au sol, Qu'est-ce que c'est la solution? Il n'y a pas de train d'atterrissage, il n'y a pas de système d'atterrisseur. On amarre un dirigeable, c'est-à-dire qu'on va venir l'accrocher déjà par son nez,
Et ensuite, on va venir le tenir par l'arrière pour éviter qu'il fasse il y a eu des événements pas très très sympas avec des dirigeables d'antan qui font ce qu'on appelle la chandelle, c'est-à-dire qu'ils se mettent à la verticale du mât. D'accord. Ça arrive encore récemment chez Zeppelin, hein. Donc c'est le genre de truc stylé à qu'on aime. voir, mais Ça fait des belles Bah, photos. Ça fait des belles Pour les photos. gens qui sont dedans, c'est pas rigolo. Ouais, Mais j'imagine. ouais, c'est toujours. Bon, je l'ai vu une fois, c'est impressionnant quand même, hein. Mais donc, ouais, voilà, on le tient par l'arrière et après, on va venir le stocker. Mais c'est tout, hein. C'est-à-dire qu'on a juste un mât à l'avant et un à l'arrière. Mais c'est ça notre système qui nous sécurise au sol, quoi. Et petite question de néophyte. Comment est géré les variations d'altitude du coup? Parce que c'est une quantité d'hélium fixe. Ouais. L'hélium coûte cher, on ne cherche pas à le soupaper, hein, sauf en cas de vraiment d'urgence. Il y a des cas d'urgence où on doit le vider, voilà, parce qu'on est, voilà. Mais sinon, non, on le garde, ouais, effectivement. Alors, vu que c'est une carène à structure rigide, en fait, les cellules de gaz, c'est un peu comme nos poumons, ils respirent. C'est-à-dire quand on prend de l'altitude et que la pression atmosphérique va diminuer, bah, les cellules elles vont se gonfler. Et pareillement quand on va descendre. Il y a aussi un autre effet qui est lié au soleil, à l'ensoleillement et à la chaleur. L'hélium, pareil, se dilate avec la chaleur. Donc ça, c'est pris en compte. Hein, pour éviter effectivement que ça se gonfle trop et que ça explose tout. Et pour répondre à ta question, l'altitude, on a de la motorisation qui nous permet de monter et descendre. Forcément, on ne peut pas monter au plafond, au taquet directement. Et puis par contre, je réponds à une question que tu vas peut-être poser après, c'est comment est-ce qu'on fait l'échange de charge? Parce qu'à partir du moment où on prend 60 tonnes, au moment où on va dire, instantanément, on s'alourdit de 60 tonnes. Donc Je il faut sais le pas combien compenser. il pèse à vide le dirigeable, mais Bah ouais, il pèse plus de 60 tonnes. Ouais. Et il faut avoir un moyen de compenser la charge qu'on va prendre ou déposer. Pareil, hein, dès qu'on dépose 60 tonnes, ça monte. Alors, c'est pas des accélérations très fortes parce que bon, il y a plein d'effets qui font Une que ça. inertie importante. Voilà, une très grosse inertie. N'empêche qu'il faut le compenser. Donc nous, on a deux solutions à ça. Une solution ancestrale, à l'eau. Voilà, c'est-à-dire qu'on pompe de l'eau quand on va venir décharger et on va venir déballaster l'eau quand on va venir poser la charge, décharger la charge, pardon. ouais, ça demande un peu de logistique d'eau, de déplacement Alors, de gros volumes d'eau. Alors pour la plupart de nos marchés, c'est pas un problème. Typiquement le bois dont je vous parlais tout à l'heure, l'avantage c'est que j'ai le mot en anglais, les scieries sont basées sur des cours d'eau, donc ça c'est un avantage énorme. Par contre c'est sûr que dès qu'on va parler de marché nord-canadien où il fait froid, ou au milieu de l'Afrique où l'eau est quand même, voilà, et on sait que c'est une denrée qui va être de plus en plus, voilà. Puis l'eau va devenir une denrée de plus en plus, avec beaucoup de valeur. Exactement. Donc on a une solution alternative, ce qu'on appelle le transbordement en français. J'ai les termes en anglais, donc j'ai du mal à les trouver en français. Transbordement en français. En gros, on échange une charge utile commerciale avec une charge fixe. Voilà, donc typiquement, ça va être des gravats, ça va être de la terre, ça va être ce genre de choses. C'est compenser une charge par une autre, donc c'est vraiment un effet de grue. Donc ça, c'est pour des marchés très particuliers. On en a quelques-uns qui le justifient. Mais voilà, mais c'est vrai que ces deux alternatives-là, et très clairement, c'est l'un des points faibles du dirigeable aujourd'hui. C'est vraiment cet échange de charges-là. Quand on regarde la concurrence, il n'y a pas beaucoup d'idées, et c'est des idées qui sont parfois très très complexes, mais on regarde compression de gaz, compression d'air, compression d'hélium. Il y a des idées qui sont parfois très énergivores, qui prennent beaucoup trop de temps, mais voilà, c'est là où encore une fois je passe un petit appel un peu en avance de phase à tous les ingénieurs qui veulent nous rejoindre. La capacité d'innovation dans les dirigeables est démentielle. Il y a des gros verrous à lever. Nous on a des solutions, mais c'est pas forcément les meilleures, et on peut trouver d'autres solutions, hein. Mais voilà, la compression de gaz, trouver des solutions alternatives, la propulsion, j'en ai un peu parlé, mais pareil, on voudrait pouvoir très rapidement retirer les turbines thermiques et les remplacer par des piles à hydrogène, piles à combustible. Voilà, on a tendance à dire que le dirigeable, c'est quand même le plus bel, le meilleur banc d'essai volant pour ces technos-là, parce qu'on perd la propulsion, ça reste un ballon libre, hein, dirigeable. Ouais. Donc en termes de safety, encore une fois, ça n'a pas le même impact. Donc voilà, il y a des choses comme ça, il y a beaucoup de choses à faire. Donc si vous avez un peu la fibre et dire j'aime bien les choses un peu innovantes, franchement dans les dirigeables il y a de quoi faire, quoi. Alors tu parlais il y a 30 secondes là, de question de concurrence. Est-ce que vous êtes énormément concurrencé? Est-ce que c'est un marché sur lequel il y a des batailles qui se mènent? Comment ça se passe? Alors oui et non. Il y a très très peu d'acteurs et encore moins d'acteurs sérieux. Alors il y a plein d'acteurs du monde, on va dire académique, qui font de la recherche, même en France, hein, d'ailleurs il y en a pas mal en France, mais il y a pas mal de marchés plus petits sur des plus petites machines ou des ballons captifs, c'est un peu différent. Nous, sur le marché du transport cargo, on parle tout de suite de grosses machines, il y a très très peu d'acteurs. Il y en a 2 en Europe. Donc il y a nous et puis il y a une société britannique qui s'appelle Hybrid Air Véhicules, qui sont sur un concept complètement différent. C'est pas la même forme. Donc finalement, vous mangez pas le marché l'un l'autre. Alors, je vais y venir. Et il y a un autre concurrent très très sérieux qu'on regarde avec beaucoup d'intention, américain, qui s'appelle LTA Research and Exploration, qui a été fondé et qui est intégralement financé par le cofondateur de Google. D'accord. Donc il y a des moyens colossaux.
Et ils existent depuis un peu moins de temps que nous, mais ils vont très très vite. Et ils ont un proto qui fait 130 mètres de long qui va bientôt voler. Enfin, qui d'ailleurs vole, ils le disent pas trop, hein, mais ça vole. Et voilà. Et donc ça avance très très vite. Et en fait, on s'est assez vite rendu compte qu'avec ces acteurs-là, ça servait à rien de se tirer dans les pattes. On a les mêmes problématiques, donc il faut qu'on travaille ensemble. Et c'est ce qu'on a fait, typiquement avec Zeppelin, Hybride Air Véhicule, dont je vous parlais tout à l'heure. On a co-construit ensemble la réglementation. La réglementation, c'est quand même quelque chose d'extrêmement concurrentiel, hein. À partir du moment où on pose une réglementation, on est le premier à le faire, c'est une réglementation qui va s'appliquer à tous nos concurrents. Là, on s'est mis autour d'une même table, ça a duré à peu près 2 ans, hein, ouais, c'est ça. Et on s'est mis d'accord sur les grandes règles avec l'autorité, évidemment, on n'a pas fait ça dans notre coin. Bien sûr. Et là, on fait la même chose avec toutes les réglementations opérationnelles. Comment est-ce qu'on va venir licencier les pilotes ? Il n'y a pas de licence de pilote dirigeable, ça n'existe pas. Comment on va faire pour les maintenanciers ? Comment on va insérer ces machines dans le trafic aérien ? Voilà, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on travaille conjointement avec, alors pour l'instant en Europe, et j'espère bientôt avec nos amis américains. On a des relations quand même assez fortes, hein. On s'appelle régulièrement, on se rejoint constamment dans des colloques. C'est intéressant. C'est un tout petit monde, et voilà, il y a des points de convergence, et ouais, il y a des travaux en cours. Ouais. Et lors de ces discussions, il n'a jamais été question, par exemple, de se dire, tiens, on pourrait fusionner, on arrive à avoir des financements dans un pays, nous, dans ce pays-là. Est-ce qu'on... Alors, Est-ce sur les qu'il y a eu des financements, c'est le questions, sujet touchy. Hein, Ok. c'est là où c'est un peu difficile. Ça, la propriété intellectuelle, c'est quand même pas si simple à aborder. Okay. Mais effectivement, on a des problématiques communes et on travaille à essayer justement de s'aligner. Il y a des problématiques communes du moment. C'est comment est-ce qu'on forme les pilotes. Est-ce que chacun fait ça ? Aujourd'hui, pour être pilote de dirigeable, il n'y a que Zeppelin qui le fait en Allemagne. Et pour être pilote de Zeppelin. Et c'est tout. Mais construire un... Il n'y a pas de certification commune à l'échelle européenne. Non, même aux États-Unis, ça n'existe pas. Donc, il faut, voilà. Donc, typiquement, je le dis, hein, nous, on a nos pilotes d'essai en ce moment. Ils partent régulièrement aux États-Unis voler sur des petites machines américaines, voilà, pour se former. Et puis, on réfléchit à comment est-ce qu'on va construire ce qu'on appelle un ATO. Alors, déjà pour Flywells, mais potentiellement pour d'autres acteurs aussi. On se pose toutes ces questions-là. Voilà, donc, on est concurrents, mais n'empêche qu'on est sur des problématiques communes. Donc, il y a des moments, ça fait sens de se regrouper, quoi. Donc en fait, en plus de la machine, vous pensez aussi tout le système qu'il y a autour, Ouais. sur la formation, la maintenance. Ouais. Est-ce que aussi sur l'exploitation, vous Exactement. allez être exploitant directement de Ouais. vos machines ? Ouais, ça c'est une très bonne question et c'est quelque chose d'actualité. C'est-à-dire que Flywells jusqu'à aujourd'hui c'était toute proportion regardée, hein, le Airbus du dirigeable. Là l'idée c'est de créer le Air France du dirigeable. Donc on est en train de créer ce qu'on appelle nous Flywells Services, qui est l'entité qui va opérer nos dirigeables. Alors opérer, c'est-à-dire vendre de l'heure de vol à nos clients. Hein, je vous parlais de l'ONF, mais c'est le cas pour les éoliens où ils nous disent nous on n'est pas un opérateur dirigeable, c'est pas notre job hein, d'acheter des machines, de les opérer. Donc on va leur vendre de l'heure de vol. Voilà. Et donc l'idée c'est donc créer, et ça en termes de business ça fait clairement sens, d'opérer nos propres machines, d'opérer nos propres bases, de former nos propres pilotes, d'avoir notre propre organisme de maintenance. Donc très, très clairement, ouais, on crée l'opérateur qui sera le Air France / aéroport de Paris. Toute la chaîne en fait. Exactement. La chaîne d'exploitation. Ouais. Est-ce que vous n'avez pas encore trouvé de clients potentiels qui seraient des opérateurs, des opérateurs de services, des vendeurs de services ? Si, mais mais c'est rare et c'est plutôt des entités étatiques. C'est des gouvernements typiquement hein, qui veulent acheter des machines en direct pour des besoins très très spécifiques. Mais c'est pas là où il y a plus d'intérêt pour nous. Donc nous, opérer nos propres machines, ça fait clairement sens. Ouais. Alors justement, tu parles de besoins spécifiques. On a évoqué tout à l'heure un petit peu les besoins auxquels vient répondre le LCA 60T. Donc la charge de bois, c'est ça. Ouais. Il y avait aussi de la construction d'éoliennes, la pose de pylônes électriques. Est-ce que finalement cette grande diversité de besoins auxquels vient répondre la machine, ça aide pour lever des fonds ? Oui. Est-ce que ça permet d'acquérir beaucoup plus d'entreprises au capital ? Oui, c'est sûr, hein, parce que du coup, le business, il est beaucoup plus large. Nous, pour tous ces marchés-là, on a alors les marchés qu'on a identifiés aujourd'hui, et on en découvre tous les jours, mais pour ceux qu'on a aujourd'hui, on a identifié que le besoin, c'était à peu près 800 unités. 800 dirigeables pour répondre à tout ce besoin-là. Et on sait qu'on ne sera pas capable de produire 800 machines tout de suite. Donc ce qu'on s'est dit, c'est on va déjà produire 160 machines sur les 10 premières années de production. C'est-à-dire que ce que ça veut dire, c'est qu'on va avoir le choix de nos business, très clairement. La production qui commence on aimerait bien 2027-2028. Ok. Voilà. Et donc pour avoir l'outil industriel, l'outil de production de ces machines-là, on a aujourd'hui identifié un endroit en Europe qui sera la région Nouvelle-Aquitaine dans lequel on va venir installer notre première usine, donc dans une petite ville qui s'appelle La Ruscade, sur un terrain un petit peu perdu, mais voilà, on n'embêtera personne, ça c'est sûr. Donc ça sera notre premier site industriel.
On cherche à construire cette usine depuis un certain nombre d'années. C'est pas toujours très simple de construire des sites industriels en France. Il y aura un deuxième site industriel, et ça sera pour tout le marché européen, voire africain. Et voilà, il y a un deuxième site industriel qui a été identifié au Canada. J'ai pas parlé vraiment de notre actionnariat, mais on a 75% de notre actionnariat qui est français, 25% qui est canadien. Et eux, pour eux, l'intérêt, c'est clairement qu'on produise des machines et qu'on les opère au Canada. Le marché canadien est juste extraordinaire. Hein. Pour le bois Alors eux, ils ont des techniques pour transporter le bois qui sont assez géniales via les cours d'eau, mais il y a énormément de marchés. En fait, quand vous regardez le Canada, ils ont coutume de dire, je crois que c'est l'un de leurs anciens présidents qui disait l'Europe a trop d'histoire, le Canada a trop de géographie. C'est vraiment ça, c'est un pays qui est immense. Et connecter surtout le Grand Nord canadien, c'est très très compliqué, surtout dans le changement climatique auquel on vit, avec lequel on vit. Tous les accès routiers sur le permafrost fondent, donc ils n'ont plus d'accès dans le Grand Nord canadien. Et donc l'accès aérien fait clairement sens, et le dirigeable fait clairement sens. Donc le Canada, c'est clairement là où on va venir s'implanter. On a déjà identifié, pareil, là où on veut construire notre deuxième usine. Et la troisième usine pour le marché Asie-Pacifique sera basée en Australie. Pareil, ça c'est tout récent. Hein. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Vous voyez que c'est quand même une ambition qui est quand même très très forte. Hein. On sait déjà à peu près où on va placer nos usines et nos bases. Et voilà, 160 machines pour répondre déjà au premier marché qu'on identifie. Australie, après pour acheminer, si vous vendez dans l'Asie, traverser le Pacifique en dirigeable, aucun souci. Bon, on fera des petits sauts de puce, ouais. Mais ouais. Non, vol direct. L'avantage énorme d'un dirigeable, c'est quand même son endurance. Oui. Maintenant, les pilotes, ils aiment pas trop voler pendant 24 heures, 48 heures. Nos concurrents britanniques veulent voler 5 jours d'affilée. Très clairement, c'est un challenge, hein. Pas que réglementaire, humain. Mais ça s'est fait. Hein. Je veux dire, les grands dirigeables d'antan, ils volaient des semaines, c'est pas un problème. Hein, votre cockpit, si je peux appeler ça, accueillera combien de personnes? Ah oui, j'ai pas précisé. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, un pilote et un s'appelle le Loadmaster. Et on a jusqu'à peu près, je crois que c'est 7 personnes embarquées. Oui. Alors pourquoi on a besoin de 7 personnes? Des non-passagers, je précise, hein, c'est pas des passagers, ils paieront pas pour ça. C'est pour les formations des pilotes, c'est pour la phase d'essai en vol aussi, hein, parce qu'il faut qu'on emmène du monde pour ça, des ingénieurs d'essai, etc. Voilà, donc jusqu'à 7 personnes embarquées. Et effectivement, pour des missions de longue endurance, qu'on appelle nous les ferry flights, typiquement c'est aller à un endroit très loin, acheminer la machine, ça pourrait faire sens effectivement de dépasser la limite de 10 heures de vol et donc d'avoir une cabine un peu aménagée pour avoir plus de monde, les pilotes qui se relayent, etc. Ok. Voilà. Potentiellement amener tu parles du bois, amener les bûcherons aussi sur place ou... Tu lâches pas l'affaire sur les passagers. Non, moi je veux du passager. J'ai envie de savoir si on peut monter dedans. En fait. Je veux savoir si je me reconvertis ou pas. Il faudra faire une petite formation sécurité avant, mais oui, bien sûr, on pourra emmener des gens non flight crew, on va dire. Mais après, non, pour les passagers, c'est vrai qu'il y a des marchés. On se dit ça pourrait faire sens d'avoir une petite cabine avec quelques passagers. Voilà, mais pour l'instant c'est pas à l'étude, c'est pas c'est pas le marché premier. Voilà, exactement. Et là, niveau certification, donc vraiment ton activité principale, quelles sont les prochaines étapes, les prochains challenges là pour arriver au premier vol? Qu'est-ce qui reste à faire concrètement? Alors, il faut savoir que dans notre manière de certifier, on suit l'approche très standard, comme sont certifiés tous les Airbus et tous les Boeing. Maintenant, on a dû adapter un peu le processus. Et là, tu parlais tout à l'heure des taxis volants, les VTOL, ils ont clairement pavé le chemin pour nous. Et on suit à peu près la même philosophie. Donc c'est un processus quand même assez long. On est dans une phase aujourd'hui où on est à peu près d'accord avec l'autorité sur ce qu'on va devoir démontrer. La prochaine étape, c'est de leur démontrer. Donc là, on va rentrer dans une phase de production et d'essai. Donc là, on est en train de construire des bancs d'essai un peu partout dans le monde, chez nos fournisseurs. Donc un banc d'essai pour tester les cellules de gaz, on l'a déjà un peu fait, mais voilà, les éléments de structure pour faire des essais sur les systèmes propulsifs, etc. Et donc l'idée, ça va être de prouver à l'autorité que tout ce qu'on est en train de développer, c'est conforme avec les réglementations qu'on s'est données avec eux. Voilà, ça, c'est les prochaines étapes. Et ça se conclut avec les essais en vol. Voilà, donc ça va être le gros challenge des prochaines années. Voilà, intégrer les technos, commencer à les tester, montrer à l'autorité qu'on est conforme avec les réglementations, pour qu'in fine, ils nous donnent le Graal, qui est ce qu'on appelle l'EASA Form 1, le Type Certificate. Quoi. Donc le tampon pour pouvoir le faire voler. Pour pouvoir commencer à vendre la machine. C'est pas le seul tampon qui sera nécessaire, mais c'est l'un des plus importants. Ouais. Parce que du coup, vous êtes combien à travailler sur la certification chez Flying Whale? Alors aujourd'hui, certification, il y a énormément de domaines différents. Il faut savoir que la certification, c'est très proche des études de sécurité, c'est très proche aussi des équipes opérations. Donc là, je parle juste des équipes sécurité et certif pur. Aujourd'hui, c'est une quinzaine de personnes. C'est à peu près 10% de l'effectif, quoi. Mais ça, c'est des gens qui font ça au quotidien.
Après, chaque designer, il passe un temps important à se poser toutes ces questions-là. Est-ce que ce que je fais, c'est safe? Est-ce que ça va être certifiable? Est-ce que l'autorité va accepter? On passe beaucoup de temps avec l'autorité. J'y vais encore là dans 2 semaines. J'emmène avec moi 3 personnes. On y retourne en novembre. Je crois qu'on part avec 15 personnes. Vous voyez, c'est pas anodin, quoi. Quand on y va, les autorités, voilà, on en profite. Et voilà, ça mobilise beaucoup de monde. C'est la safety, de toute façon, quand on fait un nouveau programme aéronautique, on a besoin d'avoir ça en focal point. Donc on l'a en tête tout le temps. Donc tous nos ingénieurs, tous nos designers, ils ont ça en tête en permanence, quoi. Alors j'ai une dernière question à te poser pour Ouais. clôturer cet échange. Est-ce que tu as une pensée ou un conseil à partager avec les personnes qui nous écoutent, peut-être pour celles et ceux qui hésitent encore à se lancer dans l'aventure du dirigeable? Moi, ce que j'ai coutume de dire, c'est faut oser, hein. On est dans un monde où il faut oser. Il y a tout un réinventé dans le dirigeable, pas que la technique du dirigeable, hein. Je vous ai montré un peu tout ce qui était possible de faire. Repenser les usages. Demain, c'est évident qu'il va falloir qu'on ait de plus en plus de dirigeables qui pourront répondre à des problématiques d'actualité, très clairement. J'ai pas trop mis l'accent là-dessus, hein, mais le dirigeable, c'est une solution juste extraordinaire dans la phase dans laquelle on est vis-à-vis de la révolution de l'aérien. Ça peut répondre à plein de problématiques. Ça va pas remplacer l'avion, pas remplacer l'hélico, très clairement, hein, mais ça peut répondre à beaucoup de problématiques. Donc il y a une capacité d'innovation qui est dingue. Voilà, c'est quelque chose de passionnant. Donc je vous invite vraiment à vous renseigner. Venir chez Flying West, bien sûr, on a plein de postes qui s'ouvrent et qui continuent à s'ouvrir et qui s'ouvriront par le passé, hein. L'usine, rien qu'à la Ruscade, c'est 300 emplois, hein, donc c'est pas anodin. Voilà, je vous dis pas le nombre de pilotes qu'il va falloir qu'on forme parce que ça me fait peur, mais voilà, il va y avoir beaucoup de boulot. Mais même voilà, on a énormément de fournisseurs qui ont besoin d'ingénieurs, qui ont besoin de mécaniciens, de techniciens. Donc voilà, franchement, intéressez-vous un petit peu à ce milieu-là, c'est passionnant et il y a vraiment beaucoup de choses à faire, quoi. Donc oser se lancer. Voilà, exactement. Bon, merci beaucoup Thibaut. Merci à vous. Et on a une petite question du chat, alors ça va te parler probablement plus à toi qu'à la majorité du chat. Avez-vous déjà un DOA et POA? Ah oui, c'est une bonne question, ça. C'est un de tes collègues, ça, à tous les coups. Ouais, je suis sûr, ça. Surtout, c'est qu'ils doivent connaître la réponse. Alors, DOA, POA, qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont des agréments de... DOA, c'est des agréments de design et POA de production. En fait, c'est comme on certifie un produit, un aéronef, on doit certifier les entreprises qui les développent, qui les maintiennent, qui les produisent, etc. Une compagnie aérienne est certifiée aussi, hein. Voilà, donc nous, pour dimensionner, designer notre dirigeable, on doit avoir un DOA, effectivement. Ça, c'est quelque chose qui a été amorcé il y a quelques années. Voilà, je me fais auditer dans 2 semaines, voilà, pour être honnête. Donc, c'est des choses qui est au quotidien. On a une équipe qui développe tous les processus, etc., les outils, les méthodes pour pouvoir avoir notre DOA. Donc, on n'a pas encore notre DOA, mais c'est quelque chose qu'on va avoir. Et le POA, qui est lié à notre outil de production, on n'a pas encore d'usine. Donc, on ne va pas encore lancer tout de suite le POA, mais c'est dans les pipes. Okay. Et une question probablement d'un futur pilote. Pensez-vous créer une académie pour former les futurs pilotes? Effectivement, ça sera mon futur boulot. C'est de créer ce qu'on appelle l'ATO, le Approved Training Organization. Voilà, donc c'est quelque chose qui est d'actualité et qu'il va falloir qu'on fasse très très rapidement. Donc oui, il y aura une école de pilotage. Les cadets Flying West. Exactement. Voilà. Ça sonne bien, hein, ça sonne bien. On partagera les liens pour postuler. Ouais, tout à fait. Ouais. Merci Thibaut. Ouais. Merci beaucoup pour toutes ces questions. Alors n'hésitez pas dans le chat, hein, si vous en avez encore, on les posera juste après. Mais je propose qu'on passe au petit quiz que Alexandre, qui est à la technique, nous a préparé. Alors on ne connaît pas du tout les questions. Thibaut, tu es invité à également participer. Est-ce qu'on peut avoir les questions du quiz? Ah, oui, ça vient. On me signale dans l'oreillette que je n'ai pas que ça arrive. Waouh. Ok, alors on ne connaît pas du tout les questions, on ne connaît pas les réponses. Combien de roues possède un Boeing 777? 8, 11, 14, 17. Alors, intuitivement, je dirais que c'est pair. Parce que la les roue roue toujours par deux. Ah, Ouais, oui, si, c'est ouais. vrai. Ouais, non. Je pense. Moi je dirais. Sur- 14. 14. Moi, je Ouais, dirais 14 8 aussi. paraît peu. Attends. Ouais. Parce qu'il y en a 2 devant, il y a 2 fois. Enfin, les bogies là, c'est genre Ouais. 6 chacun, non? Ouais, si c'est 6, 12 Ouais. plus 14. 2, 14. Ouais, 14, Ah, ouais. ouais. 14. 14. Ouais. Et c'est la bonne réponse. Magnifique, magnifique. Question suivante. Alors, combien d'Américains ont marché sur la Lune? 12, Sans hésitation. je pense. Tac au tac. Sans hésitation. Allez, c'est parti, 12. Je crois que c'est 12 Moonwalker, Oh là c'est ça. Waouh. Sans hésitation en plus, là, c'est. 12 Américains, aucune autre nationalité? Non. Ouais, pour l'instant. En attendant
d'autres projets. Quelques robots qui ont réussi 2-3 choses ces derniers Alors, temps, mais On compte pas les robots. En quelle année sort le film Y a-t-il un pilote dans l'avion? Oh là là. Alors là, Apparemment, c'est une décennie pile. 70, 80, 90 ou 2000. Ça sonne bien Là, moi, 80 je ou botte en touche. 90. Moi, je dirais même 80, c'est vieux quand même. Ouais. On veut pas choquer. Je dirais qu'on Oui, est- je ne juge l'âge de personne, je parle du jeu, film. ça me va, mais Je dirais qu'on n'était pas nés, donc 80. À l'image, ça se voit. C'était... c'est rien du tout. Honnêtement. On tente 80? Ouais, ça me va. 80. Ouais, bien joué. Ouais, 80, mais on est Et sur là, un c'est- full succès, 3 ou 4 points. Question suivante. Quelle langue Thomas Pesquet ne pratique pas? Oh, l'allemand, c'est sûr. C'est l'italien. Non, l'allemand, il C'est parle, ouais. l'italien qui pratique pas. Ah, Je tente. il parle forcément allemand, ça c'est sûr. Il Allemand, parle chinois, je russe, pense. il parle- Ouais, russe, ouais, c'est obligé. En aussi. vrai, comme il aime bien les langues, il a appris Moi, l'espagnol, moi, il s'est mis à j'aime l'italien, ça me choquerait pas. Je pense que le chinois est difficile et qu'il Ouais. n'a pas eu le temps. Ah, y a si, moyen. si, c'est Le- sûr, il parle chinois. Mais si, Ah ouais je pense. Plusieurs têtes. Ouais. C'est dur. Bah, Italien. italien, c'est une langue latine, c'est facile à apprendre. Voyons Pour voir. les Français. L'espagnol aussi. Je sais pas. Après, il s'est Ouais, peut-être j'aurais dit, c'est bon, je parle italien. suffisamment de langues, même si ce serait facile, je le fais pas, tu Il vois. a forcément des notions. Ouais, je miserais sur chinois, tu dis italien? Ouais, je dirais italien. Ok, Antoine? Moi, je dis chinois quand même, parce que effectivement, la question Chinois. du temps. Ouais. Et le Il chat, vous avez le droit de participer également. Oui, bien sûr. Après, il y a le Ouais. petit décalage, mais. Pas de réponse de chat. Thibaut, Moi, j'aurais dit l'espagnol. espagnol. On sait bien, on n'est pas Bon, du allez. tout sur le consensus. C'est ça. Le chat nous dit italien. Bon, bah, Ah. on balance la réponse. Ah, Et c'est Oh là là. Bien joué, Bien joué. bien joué. Bon, bah, j'avais faux. Question suivante. En quelle année dépasse-t-on pour la première fois Mach 2? Ouais, c'est Ah. pas. C'est pas. Ah, c'est. Alors, je pense- c'est chiant. Ah, mais non. Je pense C'est ça, parce 47, que c'est sur Mach Mach 1. Ouais. Mais alors, Mach 2. Ah, je dirais bien 51. Ouais, moi Je sais pas aussi. pourquoi, Moi mais aussi. Je sais pas, ça a pris du temps quand même entre les deux. Non, mais je pense années 50, début 50. Ouais. J'hésite entre 51 et 53. 52, première année, premier vol commercial avec Jet. À mon avis, ouais, 51 avant. Ouais, je sais pas. Il y a des trucs. Ouais, On nous encore, conseille c'est des 53 dans le chat. Bon, Est-ce qu'on n'écouterait pas le chat? on écoute le chat. Allez, c'est le Par chat contre, qui 53, répond. Thibaut, tu bottais en touche totale. Je sais rien. Là, pas de dirigeable à Mach 2. donc- Merci le 53, chat. non. Et voilà, et merci. Merci le chat. Et sans triche, j'espère, sans triche. Question suivante. Combien de satellites comprend le système GPS? À 36. C'est 36. Le C'est ça. GPS, c'est 36? 36, Ah, je- ça sonne, ouais. Moi, Là, j'aurais Ah, moi, tendance à confondre parce que l'altitude géostationnaire, 36 000. Ouais, mais. et 36 GPS? Et 36 satellites? Ouais, je sais pas, ça m'a Je sais pas brûlé un peu pourquoi. l'esprit. Non, mais 36, ça me parle de mes lointains cours de hmm. Le GPS. BIA. Non, mais GPS quand même, d'école d'ingé. Ouais, j'aurais dit Thibaut, 36 aussi. 36. 36, bon, allez. Ah, Eh ben, c'était- aïe, aïe, aïe. oh là Eh ben, là. c'était la Je nickel. vais te induire en erreur. Là. Ouais, deux fautes. Et Ça va, on n'est pas trop mal. non, on est pas trop mal, on est pas trop mal. Il reste des questions? Et oui. Combien de jeux existent-ils dans la licence Flight Simulator? J'ai jamais fini, donc je pense qu'il y en a beaucoup. Alors là. Alors, ça a commencé. Il y a eu 2000, 2002, 2004, X et la dernière version. Au moins 5. Ouais, mais là, ça commence à 10, donc on est. Oui, bah attends, je compte. Et quand on revient dans le passé, ça a dû Attends, peut-être le commencer, chat. Il doit y en avoir 5 ou 10. C'est 15 ou moins. Alors, le chat propose 12. On vous invite à regarder l'écran Non. aussi. 12, c'était pour les satellites. Du GPS. C'était la blague. Certains diraient 10, ouais, j'hésite entre 10 et 15. Je suis pas un grand. Ils sont sur 15. grand pratiquant de Ouais. simulateur. 15. 15, ça me semble pas délirant, par exemple. grosso Allez. modo. Allez, 15, c'est parti. 15, alors on remonte. Certaines versions qui contenaient des dirigeables d'ailleurs, je sais pas si tu as déjà essayé. C'est assez fidèle en vrai. Hein. C'est Ah ouais pas mal, ouais. Ok, ouais, bon à savoir pour les Ouais. futurs pilotes de dirigeables qui pourraient Pour s'entraîner. s'entraîner pour le programme de cadet qui va ouvrir. C'est ça. Donc, combien faut-il de rafales pour avoir une longueur de câble équivalente à celle d'un A380? Alors attendez, parce que là, Donc si je comprends ça bien la appelle question, des c'est cordes. Le harnais électrique la d'un longueur des- Rafale voilà. vers celui d'un A380, quoi. Oula. Alors, Je sais pas, ouais. Alors le 380 était quand même vachement digital et sur des technologies quand même de bus assez poussées. Bah, puis 350, déjà un 350 proportionnel par rapport à la taille. Totalement, c'est 80. Donc je pense qu'au total, on est sur 250 km à peu près. Oui, tu Un connais le Rafale. 380. Donc je connais à peu près la longueur. Du Rafale? À peu près. Ouais, si on fait un rapport de taille. Si on Ouais. fait un rapport de taille, pour moi, il y a un rapport au moins 20.
Après, il y a beaucoup de vide, alors qu'il y en a. Attends, dans mais je chaque- te dis bien n'importe quoi. Non, Pas non, 20 quand même. non, non, 20, pas c'est 20, beaucoup. Non, 200. Parce que. Ouais, 200. Non, non, Ah, non, ouais. non, non, non. Ça fait combien un rafale en longueur? Moi, je compterais 12 mètres de long. Oh, Entre 12 et 15. Ça me semble pas Ouais. dégueu. Parce que le 380 c'est 80 mètres de long, c'est ça à peu près? Oui, mais alors en câble électrique. Ouais. En câble électrique, je pense qu'on doit être proche de 250 km de câble. franchement, moi je dirais 20. hein. Ça nous dit 20 ou 10. Parce que rien que les Faut ailes et se tout, décider. le moindre harnais, le moindre Donc, oui, système non, dans les c'est- moteurs ouais, et Je tout. serais sur un Allez. rapport 20. Ouais, je dirais 20. Rapport 20. Pardon, soyons fous. Et 10. Ah ouais. C'était 10. Bah, c'est quand même déjà pas mal. Hein. Ça en fait des personnes qui Ouais, doivent. c'est dans le calcul. je suis Alors, sûre. on nous dit que le Rafale fait 6,4 mètres. Ah, mais je le vois un peu gros, je le vois comme le Mirage 4. Je pense. Ouais, la merci pour 380 ces fait questions. 74. Mais merci beaucoup à Mathieu, Mathieu et Alexandre qui ont Effectivement. préparé Préparé les ce questions. quiz. Effectivement. C'est très, très ludique. Ça Merci à marche. vous. Je pense C'est que c'est un format qui a l'air de plaire et on recommencera. Ce genre de petits quiz, c'est sympa. avec plaisir. Et maintenant, retour au boulot, Antoine. tu as un sujet dont tu voulais nous parler. Tout à fait. Et ben. Retrouve-toi dans tes notes. Je me retrouve dans mes Prends notes, ça. on change en direct, on s'adapte, incroyable. Eh bien, vous allez rire, mais donc pour cette deuxième chronique, au début, je voulais parler de l'histoire et du futur des plus légers clairs, mais bon, comme on avait un Thibaut Pro en tant qu'invité, je me suis dit, on va parler d'autre chose. Parlons plutôt de la chronologie de l'aviation du futur, les différentes innovations et comment est-ce qu'on envisage le transport aérien dans les 30 prochaines années, mais aussi un petit peu d'où on vient. Donc, déjà, petit rappel historique. Je ne vais pas revenir sur toute l'histoire de l'aviation, mais on peut considérer que le véritable transport aérien a commencé juste après la Seconde Guerre mondiale, avec le premier avion à réaction, donc le premier avion de ligne à réaction, qui était le de Havilland Comet. Et tiens, question autour de la table, on a posé pas mal de questions de date tout à l'heure. Alors, à votre avis, le de Havilland Comet, premier avion de ligne en tant que tel, quelle année? Après la Seconde Guerre mondiale, déjà, je vous aide. Je tablerai sur années 50, du coup. Ouais. Ça fonctionne. Ça fonctionne, c'est good. Non, faut qu'on choisisse un nombre entre 0 Bon, Thibaut, 57. 57. Moi, je dis 52. et 54. Et ben c'était 52, le de C'était Havilland Comet. 52. Bien joué, Joris. Donc voilà, premier avion, donc 52, on est en 2023, ça fait 70 ans que le transport aérien tel qu'on le connaît existe, ce qui est quand même assez court comme période. Donc voilà, cet avion, il pouvait transporter une quarantaine de passagers sur 3700 km. Et alors pour l'étude que je vais vous présenter, deux autres informations. Son bruit au décollage, c'était 120 décibels, et la consommation par passager et par kilomètre, c'était de 0,15 litres. Donc voilà, petite avancée dans le temps, le transport aérien se démocratise, on est 20 ans après, il y a des avions emblématiques dans les années 70 comme le 747, qui ont beaucoup plus d'autonomie. Le 747 pouvait transporter 500 passagers sur 13 000 km. Donc voilà, en 20 ans, voilà, c'est des avions complètement nouveaux par rapport au premier avion de ligne. Par contre, la consommation était encore assez similaire. Donc comme vous pouvez le voir sur la courbe qui s'affiche sur le live, c'est ces avions des années 70 qui consommaient donc 0,15 litres par passager et par kilomètre, qui sert souvent de référence pour les comparaisons avec les avions actuels. Donc, nouveau bond dans le temps. Nous sommes dans le fin des années 80, début des années 90, avec l'entrée en service d'appareils donc très modernes à l'époque, comme la 320, la 220 c'est plus tard, la 320, le 777. Il y a eu une grosse amélioration de la consommation, il y a eu de gros efforts, il y a des nouveaux moteurs avec vraiment des technologies différentes. Au niveau de la structure, un gros allègement, donc beaucoup d'innovations. Et la consommation a été divisée par 2 par rapport aux années 70. Donc en 25 ans, on n'est plus à 0,15 litres par passager et par kilomètre, mais on a 0,08. Donc voilà pour les chiffres. Et un bruit au décollage plutôt de 90 décibels. Donc pareil, de gros efforts en quelques années. Donc bon, quand même 25 ans, mais c'était un secteur qui a connu une démocratisation et beaucoup d'innovation. Vous connaissez le concept. Rebond dans le temps avec les avions qui volent actuellement et qui ont commencé à être en service autour des années donc 2010 avec la 320 Neo, le 787 Dreamliner. Alors eux, nouvelle division par 2, donc 25 ans après, on redivise par 2, on est à 0,04 litres par passager par kilomètre et un bruit au décollage sous les 80 décibels. Donc ce qui veut dire qu'on a eu 25 ans, on a divisé par 2 la consommation, 25 ans après, on redivise la consommation. Donc l'aérien n'a une de cesse. Bon, au début, on va être honnête, c'était uniquement pour pouvoir aller plus loin ou transporter plus de passagers. Mais finalement, sur le bilan environnemental, c'était très intéressant. Donc voilà. Ouais, tu nous as parlé de beaucoup de chiffres. Ouais. Tu n'étais pas censé nous parler du futur à la base. C'est vrai, oui. Bon, je vais revenir au sujet qui nous intéresse. Donc je vous ai résumé ce qui s'est passé sur les 50 dernières années.
et vous avez quelques ordres de grandeur au niveau du temps, on va pouvoir passer à la deuxième image que je voulais vous montrer, qui montre la roadmap de décarbonation de l'aviation européenne, telle que présentée par l'Union européenne. Donc sur ce graphique, il y a quelque chose à retenir. Déjà, il n'y a pas de solution miracle. Comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs technologies qui sont envisagées, et c'est la combinaison de ces technologies qui va permettre d'arriver à une décarbonation suffisante du transport aérien. Donc, vous pouvez voir en particulier les SAF, dont on a parlé tout à l'heure. Je pense que maintenant tout le monde connaît l'acronyme, mais aussi l'hydrogène, qui sont vraiment deux technologies qui vont donc être utilisées. D'abord les SAF, l'hydrogène va arriver un petit peu après, mais le secteur aérien compte vraiment sur ces technologies pour arriver à le fameux objectif de net zéro 2050, donc pas d'émissions nettes en 2050. Ce qui est intéressant avec ces technologies, c'est que de les avoir en parallèle, on peut les utiliser à l'endroit où c'est le plus optimal. Voilà, les SAF peuvent être plutôt utilisés sur de long courrier. On sait que l'hydrogène sur du long courrier, ce sera il y a peut-être dans très très longtemps, mais pour l'instant, les projets évoqués, c'est plutôt sur du court courrier. Donc avoir ces solutions en parallèle, qu'il faut vraiment les deux pousser, c'est ce que montre cet objectif européen, permet d'arriver à un objectif d'innovation qui fait diminuer les émissions du trafic aérien. Donc voilà. Regardons plus précisément, on est en 2023, 70 ans après le début de l'aviation commerciale, et qu'est-ce qui se passe dans les 30 ans à venir? Donc je vous ai parlé du SAF, de l'hydrogène. Donc tout d'abord, les grands verrous technologiques au niveau du SAF, c'est qu'il y a un problème de disponibilité de la ressource. Je vous ai parlé de ce que l'Europe va imposer comme réglementation, mais il y a tout à construire. Et d'autre part, pour les SAF de synthèse obtenus à partir de CO2 et d'hydrogène, il y a encore beaucoup de technologies à développer pour avoir un processus de conversion qui n'est pas trop énergivore. Parce que c'est toujours pareil, si on fait tout avec de l'électrique, c'est bien, mais il ne faut pas non plus trop consommer dans le processus, sinon on perd de l'intérêt. Voilà, donc je vous ai parlé de différentes technologies. On va pouvoir passer à les différents avions, associer des images à ces objectifs. Donc déjà, tout d'abord, d'ici 2030, je vous ai dit, on va commencer à avoir des SAF et l'hydrogène. Mais avant 2030, dans les 2 à 4 prochaines années, qu'est-ce qui va être certifié? Comme vous pouvez le voir sur l'image, c'est des tout petits avions. Et oui, avant d'avoir les plus gros avions, il faut des petites technologies. Donc, soit l'avion, par exemple, Voltaero, oui, qui développe un avion à technologie hybride, donc avec plus d'électrique, ou alors Volocopter, le taxi aérien dont je vous parlais tout à l'heure, qui se sert uniquement de moteurs électriques. Donc, avant d'avoir des technologies sur des gros transports, il va falloir passer par ces petites échelles. Et la grosse limite, c'est les batteries pour ces appareils, avec... comme l'a expérimenté l'automobile auparavant, si on n'a pas des gros gaps technologiques dans les batteries, on est limité en autonomie et donc c'est plus difficile à vendre et il y a vraiment trop de limites pour que ça arrive à se démocratiser. On l'a vu, il y a 10 ans, les voitures électriques, il y en avait très peu et maintenant les autonomies sont suffisantes pour arriver à convaincre suffisamment de personnes. Passons à la catégorie d'après avec les avions régionaux, donc entre 20 et 60 places fonctionnant à l'électrique ou l'hydrogène. Donc là, on rentre vraiment dans ce que je vous ai présenté au niveau de la roadmap, avec des appareils qui vont permettre de monter en compétence sur cette technologie. Donc ces appareils ont vocation à être certifiés avant 2030, comme l'ERA Dora Aero, qui sera uniquement électrique avec un transport de 20 personnes, ou alors la solution d'Universal Hydrogène, qui transportera... Alors, c'est pas la bonne image, peut-être que... Bon, ça, c'est l'image d'après, vous êtes spoilé. Toujours est-il que, du coup, au niveau de... Pardon. Les vérotechnologies de l'hydrogène, je vous en ai parlé tout à l'heure, la température cryogénique, mais aussi l'évacuation de la chaleur si on utilise des piles à combustible. Donc, toutes ces technologies, ce ne sera pas avant 2030, donc d'ici, plutôt 7-8 ans, pour arriver à des solutions qui fonctionnent. Et alors après 2030, tout ce qui va se passer, 2035, 2040, c'est les projets des gros avionneurs qui ont été annoncés, plutôt les courts courriers. Donc encore une fois, on passe des 20 à 60 places de Aura et Universal Hydrogène, par exemple, à des avions courts courriers de 200 passagers. Voilà, c'est les objectifs affichés. Et là, ce ne sera pas uniquement, par exemple, de l'hydrogène. Il faudra une combinaison de technologies, des moteurs ultra innovants qui permettent de réduire la consommation, des structures encore plus légères que ce qui se fait avec le composite, des innovations comme vous pouvez voir de Boeing avec les strut wing, où on a des petits renforts, voilà, c'est dur à décrire, mais voilà, ces attaches de l'aile sous le dessous du ventre comme de l'avion. des mâts finalement. C'est ça, des mâts attachés jusqu'au milieu de l'aile. Donc voilà, c'était vraiment vous montrer un peu d'où on est parti au niveau de l'aviation commerciale, jusqu'où on veut arriver, et ces échelles du petit avion de 2-3 personnes électriques, en passant à l'avion régional, et pour finir sur les avions court courrier, des gros avionneurs. Mais c'est vraiment toutes les étapes qui vont être importantes pour monter en compétence sur toutes les technologies. On ne veut pas sortir directement à un appareil qui est ultra performant pour 200 passagers avec une technologie qu'on ne maîtrise pas. C'est vraiment intéressant un retour d'expérience de tout ce qui se fait sur les petits appareils. Voilà. Merci beaucoup Antoine.
Alors, on arrive tout doucement à la fin de l'émission. Vous pouvez vous en douter, ça fait déjà un peu plus d'1 heure qu'on est ensemble. Mais alors, Thibaut, tu l'as dit, Flying Whales recrute. On est d'accord. Ouais. Quand même beaucoup. Il y a un besoin d'ingénieurs. Il y a énormément d'innovation à apporter. Du coup, je pense que Clara t'a préparé un petit questionnaire type Fast and Curious spécial entreprise. Ok. J'ai encore des questions, effectivement. Donc, le principe, c'est que je t'énonce 2 choses différentes. Tu me réponds du tac au tac l'une ou l'autre, ou les deux. D'accord. Et ce qui, selon toi, correspond le mieux à Flying Whales. Ok. On est parti? Ouais, ça marche. Alors, plus lourd ou plus léger, Claire? Bah, plus léger. Facile. Facile. Bureau ou télétravail? Beaucoup télétravail. Beaucoup de télétravail. Région parisienne ou région bordelaise? Elle est clivante, celle-ci. Très très difficile à répondre, mais il va falloir qu'on produise en région bordelaise. Entretien physique ou entretien en visio? On aime bien le physique quand même. Si, c'est important de voir les gens. Ouais, entretien physique. Chemise ou t-shirt? Ah, je suis venu en chemise, mais mais bon, ouais, non, on va dire t-shirt. T-shirt? Ouais. Lettre de motivation ou lettre de recommandation? Motivation. Oh, Non, la motivation c'est clé, hein, très clairement. Ouais. Donc les deux motifs? Ouais. Stagiaire, alternant, les deux? On fait les deux, mais principalement des stagiaires pour l'instant, ouais. Ok. Et dernière question, Salon du Bourget ou Expo universelle de Dubaï? Définitivement Bourget. Voilà. On a fait Dubaï, c'était pas du tout les mêmes objectifs. Franchement, c'était magnifique aussi, hein. Mais le Bourget, bah voilà, quand on est passionné d'aéro, je sais pas si vous êtes venu sur notre stand en juin dernier, mais ouais. Donc le Bourget. Ouais. Très beau stand, Ouais. Bourget, d'ailleurs. Magnifique, ouais. Ouais. J'ai tellement hâte de le faire voler au Bourget. Alors on sera pas sur le statique, hein, vu la taille de la machine. Ou alors, il n'y aura rien d'autre. Voilà. Mais le faire passer sur le Bourget, ouais, c'est clairement c'est un rêve. Donc Bourget. Il pourrait faire de l'ombre à tous les Ouais, spectateurs. Ouais. On sait qu'au Bourget, il fait souvent très chaud. Un C'est petit pas dirigeable faux, c'est bien pas faux, positionné. on pourrait, ouais. Une utilisation insoupçonnée. À réfléchir. Et tout le monde verrait que ça. Beaucoup de com. Super, merci Thibaut. Bah merci. Merci beaucoup. Alors, la tradition qu'on a annoncée la dernière fois, c'est quand même un petit tour de table de recommandations. Alors Thibaut, on terminera par toi, le temps que tu réfléchisses peut-être à ta recommandation. Antoine, Et ben, très bien. ta Moi, recommandation du mois. effectivement, alors moi je vais commander de la BD, donc la bande dessinée Au-delà des nuages, scénario Autière et dessin Hugo. Et en Aux plus, tu as éditions préparé Plaqué. l'image. Ah ouais, Magnifique. attention, la dernière fois c'était la première, il fallait nous laisser le droit d'être un petit peu moins bien préparé. Donc cette histoire en 2 tomes part de la rencontre de 2 pilotes du temps de l'aéropostale dans les années 30, lors d'un crash sur la cordillère des Andes. S'ensuit une belle aventure avec les années fastes du tout le développement de l'aérien entre la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, avec des scènes aériennes vraiment très sympathiques. Il y a des scènes de course entre pylônes, telles ce qui se pratique encore à Reno, très très bien dessinées. C'est un plaisir, avec un scénario assez classique, mais quand même assez sympa. Voilà, et ça se termine après avec la fin de l'insouciance des années 30, avec le début de la Seconde Guerre mondiale, et donc là aussi où l'aérien joue un rôle très important dans la bataille d'Angleterre. Donc voilà, ça permet de balayer de l'aéropostale jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale, avec entre-temps des événements très, très sympathiques des années 30. Donc voilà, je recommande. C'est très, très bien dessiné, en plus des beaux avions. Donc voilà, Super. c'était pour ma recommandation. Merci. Ton tour, Clara. Moi aussi, ma recommandation elle est plutôt artistique. Et je souhaitais vous parler, mettre un petit peu plus en lumière le magnifique travail d'Aline Gonzalez, qui est peintre de l'air et de l'espace. Donc, Madame Gonzalez travaille avec des tampons, et c'est là, à mon sens, toute l'originalité de son travail. C'est-à-dire qu'avec différentes intensités d'ancrage, on va dire, elle arrive à créer des contrastes vraiment magnifiques sur les portraits qu'elle dresse. Donc, c'est vraiment d'un réalisme surprenant au vu de la technique qu'elle utilise. Et surtout, ce que j'aime particulièrement dans son travail, c'est la cohérence entre le tampon choisi et le parcours de vie de la personne qu'elle représente. Donc, dernièrement, par exemple, elle a fait le portrait de Sophie Adenau, on sait être la dernière astronaute sélectionnée par l'ESA. Et en fait, elle a repris le tampon de la DGA, elle était pilote d'essai à DGA sur hélicoptère, elle a repris le tampon de l'ESA, des hélicoptères, des fusées, enfin voilà. C'est vraiment très intéressant, vous reculez un petit peu, vous voyez vraiment le portrait, et quand vous vous approchez, vous voyez le détail de tous les tampons, donc je trouve ça vraiment super. Donc, vous pouvez suivre son travail sur les réseaux, donc Instagram et LinkedIn, aussi sur son site internet. Et alors, en ce moment, elle expose une partie de son travail au musée de l'air et de l'espace du Bourget, à l'occasion du 13e salon officiel des peintres de l'air et de l'espace, qui se tient jusqu'au 29 octobre. Donc celles et ceux qui vivent en région parisienne ou qui y passeront, je vous invite vivement à aller voir ce qu'elle fait, c'est super. Merci Clara. Alors ma petite recommandation, moi, elle est toujours du côté des réseaux sociaux sur Instagram.
Alors, le compte Instagram de Elodie Bruno, c'est Passion Aéro avec 3 O, il me semble, pour être exact. Vous pourrez la trouver facilement, elle a pas mal de followers. Et où elle présente des métiers. Il me semble que Thibaut, tu avais été interviewé par Elodie, en gardant mon souvenir, c'est pas super. traumatisé par les questions. Non, du tout. Non. Non. Ce sera l'occasion de découvrir plein de métiers. Elle fait plein de lives très régulièrement, elle est très active. Donc je vous recommande d'aller la suivre. Et puis on espère la recevoir aussi dans cette émission un jour. Ouais, pour une prochaine invitation. On espère qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent et qui seraient intéressés d'avoir plus d'informations sur peut-être l'orientation aéronautique, tout ce qui se fait. Ce sera un bon moyen. Alors, je rajoute un petit point à notre recommandation, c'est l'affiche qui est à l'écran. C'est notre prochain événement centré sur le spatial qui se tiendra le 21 octobre prochain à l'Aéroclub de France. N'hésitez pas à aller vous inscrire, capsurlavenir.fr, notre site web. Donc voilà, vous pouvez aller vous inscrire, c'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde à l'Aéroclub de France toute la journée, le 21 octobre. Et il y aura de beaux invités. Et il y aura de beaux invités, des astronautes, Ariane Group, Des l'Agence spatiale startups. européenne, le CNES, et plein de startups qui viendront présenter leurs projets, notamment dans le domaine du spatial. Et l'occasion aussi le matin de faire des petits ateliers en groupe assez sympathiques autour de... Et de gagner des lots. Et de gagner des lots. Exactement. Et pour terminer ce tour de table, Thibaut, une petite recommandation comme ça à chaud. Ouais, je vais parler de trucs. Moi, je suis ultra fan de Lego. Et tout à l'heure, on voyait le Concorde. Le Lego Concorde qui vient de sortir, il est juste dingue. Je suis en train de le faire. Là, j'y passe mes soirées. Génial. Et il est immense. Franchement, il est immense. Et je l'ai déjà fait tomber 2 fois. Donc, faites gaffe. Les ailes sont hyper fragiles. Ok. Et il y a un mécanisme qui permet de faire baisser le nez et les trains. C'est juste magique, quoi. Donc, si vous êtes fan de Lego, je vous le conseille. Il n'est pas donné, évidemment. C'est un set Lego qui est assez gros. Mais il est complètement dingue. Donc, le set Lego Concorde, voilà. Et il m'a tenté aussi, mais je suis en cours de négociation pour savoir où le mettre dans l'appartement. Ça se suspend bien. Voilà. Ça se suspend si bien. t'as un peu de hauteur, suspend. Ok, bah c'est bon à savoir. Et il est en configuration Air France et en configuration British ou sur la dérive Parce qu'on voit beaucoup la configuration anglaise. Alors, j'ai pas fini, hein. J'ai pas encore Tu fait l'as la pas dérive. fini. J'en suis. Ah, Il n'y a pas encore la livrée. Non, ouais. Donc, Y a je pas sais la pas. livrée. Je sais pas. Ok. Bonne question. Oh, c'est intéressant. Tu pourras faire un peu de peinture sinon. Oui, si voilà, tu- sinon. Mais la version d'origine, ça compte. Non, mais très très bonne recommandation, effectivement. Voilà. Côté Bah, merci. Le chat qui nous demande bientôt un Lego Flying Whale, c'est un gros dire, une petite version de... Alors, pour être honnête, il y a un groupe qui s'est créé chez Flying Wells pour faire des Lego. Voilà. La moyenne d'âge, je l'ai pas dit, la moyenne d'âge, elle est à peu près à 33 ans, je crois. Il y a beaucoup de jeunes. Je considère que 33, c'est jeune. C'est jeune, on peut le dire. J'ai Heureusement 33, qu'on peut donc, considérer voilà, que c'est jeune. 33. Et ouais, il y a un groupe Lego qui s'est formé. Effectivement, c'est quelque chose auquel on pense. Le problème, c'est que c'est très vite grand. Oui. Voilà, Ouais. le Lego sur lequel on bosse, il fait 2 mètres de long. Donc c'est déjà grand. Voilà. Ouais, pas mal. Mais, ouais. Une Donc, affaire à oui, suivre alors. Comment Ouais. Une affaire à suivre. Ouais, on y réfléchit. Ça, tu pourras pas négocier, Joris, 2 mètres. Le Concorde, c'est le maximum. Oui, c'est ça. Je pense que le Concorde, c'est maximum dans notre petite pièce. Donc, merci beaucoup, Thibaut, pour ta présence. Merci beaucoup. On Merci ne à vous. jamais assez. Et puis, suivez Flying Whale sur les réseaux sociaux. J'imagine Ouais. que vous avez des réseaux sociaux. On a un compte Insta, mais qui est, voilà, il est pour l'instant assez petit, mais voilà, on commence à avoir pas mal de choses à montrer. Et puis on a un profil LinkedIn. Là, on met toutes nos nouvelles. Et si vous voulez nous rejoindre, surtout, suivez bien le profil LinkedIn. C'est là où on communique le plus. Ouais. Il y a toutes les offres, Ouais. il y a toutes les annonces. Ouais. Voilà. Allez les suivre sur LinkedIn. Et nous, on se retrouve pour la prochaine émission qui sera le 2 novembre. Le jeudi 2 Dans un novembre. mois, toujours tous les premiers jeudis du mois à 20h. Donc le 2 novembre à 20h. Et à la prochaine, du coup. D'ici là, à Bonne la soirée à prochaine. tous et merci de nous avoir suivis. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci.